Voilà, je vais pouvoir vous dire un petit peu comment on va organiser cette heure que nous avons prévu de passer ensemble. On va essayer déjà de respecter le délai d'une heure, mais bon, ça dépendra peut-être aussi du nombre de questions, mais on essaiera de ne pas trop dépasser pour respecter nos agendas respectifs. Donc, on a prévu une première partie consacrée au compte personnel de formation. Et à l'issue de cette première partie, Isabelle a recensé les questions que vous avez posées au moment de votre inscription. Et donc, elle traitera les questions à la fin de la présentation. Et puis, on enchaînera sur le compte d'engagement citoyen, vraiment sur je dirais, des informations de base et des informations pratiques aussi. Et puis, s'il nous reste du temps, on essaiera de répondre aux questions, aux dernières questions que vous poserez sur le chat à ce moment-là. Voilà, donc j'espère que ça vous convient et qu'on arrivera à apporter le maximum d'informations sur ce dispositif qui est assez récent. Isabelle va nous le rappeler et qui nous semblait intéressant en cette période de crise sanitaire, au moment où les bénévoles ont peut-être du temps aussi pour se former, eh bien de se projeter sur ces dispositifs et de voir comment, à titre individuel, on peut bénéficier aussi d'heures de formation lorsqu'on est engagé bénévolement. Ben, écoutez, on est un peu moins d'une vingtaine, donc on est un petit groupe. J'espère que ce sera euh, suffisamment confortable pour tous. Je vous propose qu'on commence, donc je vais te laisser la parole, Isabelle. Et merci Bruno, bonsoir à toutes et tous. Donc, effectivement, on va parler du compte personnel de formation. Alors, je vais vous faire tout d'abord un petit historique rapidement. Au départ, donc, une loi du 4 mai 2004 a, a permis donc de mettre en place ce qu'on appelle le DIF, le droit individuel à la formation qui octroyait donc un certain nombre d'heures, c'était à l'époque en heures, pour tout salarié, toute personne salariée. Ce dispositif s'est étendu ensuite à la fonction publique par deux lois en 2017 et, et donc quelques décrets. Ensuite, en 2015, une réforme est arrivé et donc on a octroyé non plus des heures aux bénéficiaires, mais des euros. Et ce dispositif donc, de 2015 a été réformé ensuite en 2018 avec la loi Choisir son avenir professionnel, donc la loi du 5 septembre 2018. Et petit à petit, le dispositif s'est même étendu récemment aux personnes autres que salariées et je vais vous en parler un petit peu plus tard. Alors, le compte personnel de formation est géré par la Caisse des dépôts et consignations qui s'occupe donc de la prise en charge de ces formations et en relation avec tous les organismes qui référencent leur formation. Et donc laquelle Caisse de dépôt et consignation gère les compteurs de chacun. Alors, le bilan de 2020 sur le CPF, ben, c'est quand même un certain nombre de compteurs qui ont été alimentés, 4 millions de compteurs qui ont été alimentés. Je ne vais pas vous faire le détail de tous les camemberts, mais il y a un certain nombre de formations qui ont eu plus de succès que d'autres. Très souvent, qui ressort, on a les langues, d'accord? On a les langues, on a du développement personnel, il y a aussi des transports autres, de la sécurité, voilà. Donc, différents domaines de formation dans lesquels les personnes peuvent prétendre à une formation dans le cadre de ce CPF.
Voilà, à l'heure actuelle, donc, on est à 7000 inscriptions par jour, c'est quand même pas mal, hein. En janvier 2020, bon, aujourd'hui, ça a peut-être même évolué compte tenu de la crise sanitaire, comme disait Bruno. On est peut-être à un peu plus. Alors, à qui s'adresse le CPF? Aujourd'hui, le CPF s'adresse aux salariés, mais il s'adresse aussi aux membres d'une profession libérale, donc des non-salariés, à des conjoints de collaborateurs, à des personnes aussi en recherche d'emploi. Hein, donc, Pôle emploi est aussi un endroit où les personnes peuvent s'adresser pour demander des informations dans ce sens. Et effectivement, des jeunes retraités, des personnes qui sont à la retraite depuis peu. Alors, c'est bien lorsqu'on arrive à la retraite de se dire, ben, en tant que bénévole, je vais peut-être me former sur quelque chose qui va me servir dans le cadre de mes activités associatives. Donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, le CPF s'est étendu en janvier 2018 au niveau des personnes, alors des professions libérales, personnes non salariées, à condition que la contribution de formation professionnelle soit acquittée. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est plus de 3 millions de travailleurs non salariés qui disposent de droits de formation. Donc c'est ce que je viens de vous expliquer. Le CPF est alimenté à hauteur de 500 voire 800, enfin entre 500 et 800 euros selon le statut de la personne. Au niveau des non-salariés, c'est alimenté à hauteur de 500 euros pour une année d'activité. Il faut savoir qu'aucune démarche n'est nécessaire de la part des bénéficiaires parce que dans la mesure où ils ont contribué à la contribution, la Caisse des dépôts et consignations va connaître la contribution, va savoir qu'ils ont contribué et donc octroyer cette somme-là. Alors, les salariés, eux, peuvent utiliser leur compte formation de leur propre chef, de leur propre gré. Alors, quelques petits rappels. Toutes les personnes qui étaient là aux salariés au 1er janvier 2020 ont pu acquérir à peu près entre 3 000 et 3 700 euros à peu près. Par exemple, en ce qui concerne les heures de DIF, c'est entre 1 500 et 1 800 si on a été salarié depuis le départ du dispositif, c'est-à-dire depuis 2004 jusqu'à 2014. Et ça correspond à peu près à 90 ou 120 heures, voilà, selon. Alors, une petite précision, c'est que comme le DIF étant donné que le DIF va disparaître, il faut que les personnes, si elles ne veulent pas perdre leurs heures de DIF, les personnes doivent absolument faire la démarche de basculer leurs heures de DIF sur leur compte CPF. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas leur faire pour eux et donc c'est une démarche vraiment personnelle. Les personnes qui ne l'auront pas fait, malheureusement, donc resteront quand même avec leur CPF, avec leurs heures de CPF, mais perdront le DIF. Alors, c'était au 31/12/2020 et puis ça a été reporté à cause de la Covid au 30 juin 2021. Alors, au niveau des thématiques, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, en premier, on a les langues à hauteur de 58%. Ensuite, on a des compétences métiers. On a des compétences transverses, c'est-à-dire tout ce qui est du développement personnel, donc travailler sur son comportement, sur la gestion de projet, du management aussi. Ensuite, on a de la bureautique, ça peut être des formations Word, Excel, qui peuvent nous servir en tant que bénévole ou salarié
de structures déconcentrées ou même fédérales, et puis autres formations. Une petite remarque concernant les formations auxquelles on peut prétendre. Le permis est quelque chose qui est pris en charge dans certaines conditions qu'il faut voir. Et c'est intéressant pour les jeunes qui se lancent sur le marché du travail et puis qui n'ont pas forcément les finances nécessaires pour le faire et qui, en revanche, ont déjà été salariés dans une entreprise, soit en alternance, soit dans des divers jobs. Et à ce moment-là, ils peuvent financer leur permis. Alors, le CPF donc, se gère sur une plateforme qui est sur un site web. Qui s'appelle Mon compte formation, tout attaché, moncompteformation.gouv.fr, je crois, mais vous le trouvez facilement sur Internet. Et la particularité, depuis quelques années, enfin 2-3 ans, l'application est sortie sur les smartphones. Et c'est du coup devenu très facile et très convivial de pouvoir suivre son compteur de formation, d'heures de CPF, et de pouvoir aussi faire les demandes en ligne, donc que ce soit sur Android ou sur iPhone. Alors, le délai de réponse lorsque vous faites une demande est d'environ 30 jours. J'ai pu le tester personnellement et la réponse a été beaucoup plus rapide que ça, puisque je crois que dans les 8 à 10 jours, j'avais déjà une prise en charge qui était validée. Et je vous expliquerai tout à l'heure comment se fait la démarche. Alors, quelle est la durée du CPF? Alors, la durée de CPF, elle est illimitée. C'est-à-dire que toute votre vie, enfin si ça existe toujours d'ici là, mais en tout cas, elle n'est pas limitée dans le temps et il ne peut pas être perdu. Ça veut dire que même si à un moment donné, une personne est en cessation d'activité ou autre, elle va garder son CPF. En tout cas, même dans le cadre de quelqu'un qui se retrouverait sans activité, au chômage, puisque les droits sont transférables d'un endroit à l'autre, d'une entreprise à l'autre, que ce soit du secteur privé ou que ce soit du secteur public, et de même que Pôle emploi. Donc, comme je vous le disais, c'est un montant qui se situe entre un montant annuel qui est cumulé de 500 à 800 euros par an. Ça dépend des personnes, de leur statut, diplôme ou autre. Et le montant maximum, par contre, du CPF ne peut pas excéder 5 000 ou 8 000 euros. C'est-à-dire celui qui a 500 euros par an, ça va être 5 000 euros. Et c'est celui qui a 800 euros par an, ça va être limité à plafonner à 8 000 euros par an. Ce qui veut dire que ce n'est pas utile de capitaliser et de rester au maximum, autant d'utiliser. Voilà, donc ça, c'est donc, vous voyez le lien moncompteformation.gouv.fr sur lequel vous pouvez voir vos formations. Il faudra que vous vous munissiez d'un certain nombre d'informations. Tout d'abord, que lorsque vous allez vous connecter, on va vous demander le code. Alors, tout dépend par où vous vous connaissez, mais vous vous connectez. On peut vous demander votre numéro de sécurité sociale, va vous être demandé, le code APE de votre entreprise ou le code NAF. Et vous trouvez cette information sur la fiche de paye. Alors, est-ce qu'on peut faire ces formations dans le cadre du CPF, sur le temps de travail ou hors temps de travail? Les deux sont possibles. On peut mobiliser son CPF, donc effectuer une formation hors temps de travail. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin de demander à son employeur
l'autorisation. Si effectivement on le fait hors temps de travail, c'est soit sur son temps de repos, soit sur son temps de vacances, de RTT, enfin CP, RTT. En revanche, on peut aussi le faire sur le temps de travail. Et dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle… Alors, on doit demander dans ce cas-là l'autorisation à l'employeur. Ça se fait dans certaines entreprises et on fait aussi ce qu'on appelle le CPF co-construit. Ça veut dire que à un moment donné, donc, le salarié a envie de faire une formation et puis l'employeur trouve que soit c'est trop cher, soit n'a pas les finances nécessaires. Et c'est un accord gagnant-gagnant. C'est-à-dire que l'employé va pouvoir le faire sur son temps de travail, total ou partiel, possibilité. Et l'employeur va pouvoir amener une montée en compétence de son salarié grâce à ce dispositif, chose qu'il n'aurait peut-être pas pu le faire, qu'il n'aurait pas pu faire. Alors, la plateforme, elle est comme ceci. Donc, une fois que vous êtes… la première chose, c'est soit créer son compte, soit se connecter, si on a déjà un compte. Ensuite, donc, la connexion. Ensuite, on cherche la formation qu'on veut effectuer. Je vais grandir un peu. Vous avez possibilité soit de choisir en centre de formation, soit formation à distance. Et puis, vous rentrez votre ville, code postal. Et là, vous allez avoir un moteur de recherche qui va vous proposer un certain nombre de possibilités. Alors, ça peut être par mots-clés. Vous pouvez chercher donc par mots-clés. Voilà. Et ensuite, ouais, c'est ça. Le repos d'heures de DIF, on va vous le proposer si vous ne l'avez pas déjà fait, de manière à ne pas les perdre. Ces heures de DIF que vous allez reporter sur le CPF sont à faire avant le 30 juin 2021. Elles se trouvent sur votre dernier bulletin de salaire de décembre ou de janvier 2015. Il est inscrit à un moment donné droit au DIF et à côté, vous avez le nombre d'heures. Donc, dans ce cas-là, vous cliquez ici, saisir mon DIF, le nombre d'heures. Et à ce moment-là, vous avez les heures qui vont se cumuler à votre CPF. Vous allez avoir un nouveau compteur. Là, par exemple, le compteur est passé à 4240. Donc, c'est automatique, dont les 1800 d'heures de DIF. Voilà. Si vous aviez déjà utilisé des heures de DIF parce que vous aviez fait des formations dans le cadre du DIF, à ce moment-là, il est possible que vous n'ayez pas de solde. Et dans ce cas-là, en principe, vous devez le savoir puisque vous avez mobilisé votre DIF. Solde à disposition, voilà, vous savez que vous avez ce solde-là. Voilà, ça c'est un peu le détail. Hein. Voilà, verser les heures de DIF, vous voyez, 120, ça fait 1800. Voilà. Alors, oh ouais, chose importante, il faut fournir votre attestation sous forme de fichier, joindre le bulletin de salaire scanné ou une attestation de l'employeur. Si par exemple vous n'avez pas ceci, il est possible vous regarderez sur le site mon compte, mon CPF, il est possible de quand même contacter les services du mon compte formation qui pourront vous aider dans la démarche et éventuellement une solution. Le CPF co-construit, donc c'est comme je vous disais, avec l'employeur. Alors, je ne maîtrise pas tout à fait
cette partie-là. Simplement, juste sachez qu'il est possible qu'il y ait un abondement, c'est-à-dire que l'employeur abonde sur votre CPF de manière à ce que vous puissiez, par exemple, si vous avez une formation qui coûte 3 000 euros et il vous manque 500 ou 1 000 euros, à ce moment-là, l'employeur peut abonder, soit via l'OPCO, soit directement. Ouais, directement. Alors, je reviens sur la recherche de formation. Alors, par exemple, je cherche tennis de table et je trouve un CQP tennis de table. Alors, en l'occurrence, celui-là n'est plus, je me suis renseignée, il n'est plus actif parce qu'il fallait que l'organisme le renouvelle. Mais c'est une bonne chose de savoir que le CQP, si l'organisme le déclare, on peut effectivement le réaliser dans le cadre du CPF parce que alors, ce sont des formations qui sont certifiantes. Il faut absolument que la formation soit certifiante. C'est le cas, par exemple, de la bureautique, Excel, on a ce qu'on appelle le TOSA, qui est un certificat de validation, certificat de compétences. Et on a aussi, au niveau de l'anglais, on a le TOEIC, on a le TOEFL, voilà, des diplômes, enfin, des formations certifiantes donc, qui rentrent dans le cadre du CPF. Alors, vous voyez que lorsque vous sélectionnez la formation, vous allez sélectionner ces 640 €. Vos droits à la formation vont se soustraire et donc reste à payer, vous n'avez rien à payer. J'ai fait la simulation. Voilà. Prise en charge, ça c'est un dossier que j'ai fait, une formation que j'ai engagée cette année. Et lorsque j'ai engagé la formation, il a été marqué, donc, l'organisme a traité ma demande, l'a envoyé à mon compte, enfin à la Caisse des dépôts, qui a validé. Et c'est automatiquement validé sur votre plateforme. Vous le voyez sur votre compte. Vous pouvez avoir le suivi de votre dossier ici. Voilà. Vous avez des tas, quand vous rentrez sur la plateforme, vous avez des réponses à des questions que vous pouvez vous poser. Que se passe-t-il une fois que j'ai envoyé ma demande d'inscription? Là, vous aurez tout le détail. Quelles sont les conséquences en cas d'annulation de mon inscription à une formation? Pareil, vous aurez la réponse. Alors, attention aux arnaques. Je préfère vous prévenir. C'est vrai qu'on en a entendu parler. Il est très facile pour un pirate, quelqu'un de malveillant, de venir vous délester d'une somme de votre compte CPF, juste en vous demandant votre login et votre mot de passe. Bon, c'est vrai qu'en principe, on sait qu'on ne doit jamais communiquer les identifiants, mais c'est vrai que des personnes un petit peu naïves se font malheureusement avoir. Donc voilà, jamais communiquer vos comptes, vos codes. Alors, vous avez aussi, vous avez donc sur Que choisir un article qui vous explique justement comment éviter les arnaques. Voilà, on arrive à la partie où on va poser quelques questions. Alors, vous avez une foire aux questions sur justement ce site web que je vous montre, donc of.moncompteformation.gouv.fr, espace privé. Et là, on vous explique pas mal de choses là-dessus. Alors, je vais venir aux questions que vous m'avez communiquées et on va en traiter. Je t'en rajouterai quelques autres qui sont arrivés là pendant le… D'accord, hein? Ok.
Alors, bon, le DIF, cela existe toujours. Ben non, puisque c'est arrêté depuis la création du CPF. Donc, cette question, nous y avons répondu. Est-ce qu'avec mon CPF, avec quelle formation fédérale puis-je suivre avec mon CPF? Alors, ben, c'est quelque chose sur lequel nous allons nous pencher parce qu'au niveau de la commission de formation, le CQP, c'est quelque chose qu'on peut faire référencer. En revanche, il faut le faire, faut qu'on fasse la démarche, quoi. Il faut qu'au niveau des organismes ligues et fédés, on fasse la démarche de référencement. On voit que ça a déjà été fait une fois, donc c'est possible. Ouais, je crois que il me semble que la Ligue Île-de-France, hein, qui a un organisme de formation agréé, il me semble Ouais. qu'ils ont fait la démarche, hein, je crois. Ah, d'accord. Je ne l'ai pas vu quand je l'ai demandé, mais peut-être, ouais. C'est peut-être pas en ligne, mais oui. Quelles sont les possibilités d'utilisation du CPF pour les formations organisées par les ligues et comités? Ben, ça répond. Alors, une chose qu'on pourrait faire, c'est au coup par coup, par contre. Hein. C'est si par exemple on organise des formations collectives de bureautique avec, par exemple, une certification au bout, ça serait des choses, par exemple, envisageables. Si on organise une formation avec une validation d'un niveau sur, par exemple, Excel, on doit pouvoir le faire. Mais il faut qu'on regarde. C'est-à-dire qu'en dehors du CQP, en fait, il n'y a pas d'autres formations certifiantes actuellement. Donc, Non, il faudrait que l'Institut fédéral en organise. c'est ça. Il faudrait C'est ça. qu'on fasse ça, ouais. Qu'on se penche sur la question. Aujourd'hui, la démarche, elle est beaucoup sur une personne qui regarde sur la plateforme Mon compte formation et qui va trouver une formation qui cadre avec ce dont elle a envie. Il y en a tenté plus des formations, hein. Mais oui, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir travailler. Je regarde. Ah oui, ben, c'était ça. Ce sont des questions qui se rejoignent là, tout ça. Faire le cursus complet CQP grâce à un CPF Pro. J'aimerais savoir quand sortiront les dates des stages, car il faut 120 jours en amont pour faire la demande à nos entreprises respectives. Alors, je vais clarifier. 120 jours pour demander à l'entreprise. Non. Normalement, une formation, les 120 jours, c'est pour une formation qui serait supérieure à 6 mois. Lorsque la formation est entre 6 mois, attendez, je l'ai un peu plus loin, il y a 60 jours si c'est une formation, attendez, je l'ai là, hop, c'est 60 jours avant le début de la formation si elle dure moins de 6 mois. Et c'est 120 jours avant le début de la formation si elle dure plus de 6 mois. Mais là, c'est si on est dans le cas d'une formation en entreprise. Là, si vous faites une formation, à moins que ce soit quelqu'un qui m'ait posé la question et qui soit dans une structure ligue ou comité et qui soit salarié, ça n'a rien à voir avec votre entreprise. Simplement, vous devez poser des jours et là, vous allez le faire hors temps de travail. Donc là, vous n'avez pas besoin de demander. Vous n'avez aucune demande à faire à ce niveau-là. Alors, c'est peut-être, j'ai une question qui ressemble, hein. C'est peut-être Cécile Léonard qui avait posé la question, parce qu'elle le reformule par écrit. Pour que la formation soit faite sur le temps de travail, il faut faire une demande 120 jours ouvrés avant la formation. Mais les formations proposées par la FFTT n'ont pas encore de date affichée. Qu'en pensez-vous, par exemple, proposer les dates du parcours complet CQP? Alors, les dates, c'est vrai qu'on est un petit peu embêté là à l'heure actuelle, puisque par rapport au Covid, on n'a pas le droit d'organiser quoi que ce soit, en tout cas en présentiel. Donc, au niveau du CQP, ça pose un peu des soucis. Et de toutes les manières, il faudrait qu'on fasse référencer le CQP
faut qu'on fasse. Ouais. Donc pour l'instant, c'est pas. Autrement dit, pour l'instant, la fédération n'était pas prête en fait Non. à rendre le CQP éligible au CPF, pour Non. dire les choses. Hein. Mais on a la volonté de le faire. Voilà. Attends, j'en ai un autre là. J'aimerais en connaître davantage sur toutes les formations éligibles pour nos CPF en ce qui concerne le tennis de table. Ben voilà, on y a répondu. Pour l'instant, il y aurait. C'est vraiment une étude qu'il faut qu'on fasse au niveau de la commission de formation. L'actualisation des infos utiles pour engager les projets et leur financement. Je crois que c'était Alain qui posait cette question de mémoire. Donc, je crois que c'est peut-être pas une question, c'est une remarque, je suppose. Peut-être on va y revenir après. Puis-je bénéficier du CEC? Ah oui, ça sera pour après. Puis-je bénéficier du CEC avec mon entreprise? Oui, on passe au CEC. Alors, je vais peut-être te poser les questions qui sont arrivées dans le fil de discussion, Isabelle, si tu veux bien. Ouais. Alors, il y a Jean-Michel qui demande, là, pour les jeunes retraités, combien de temps est valable le CPF? Le CPF est-il laissé automatiquement à disposition du bénéficiaire lors du passage à la retraite? Faut-il faire une démarche? Justement, c'est une bonne question et nous allons faire la recherche. Je n'en sais rien, à vrai dire. Je me suis d'ailleurs posé la question. Le jeune retraité, ça veut dire, à mon avis, pas 5 ans ou 10 ans, mais effectivement, ça mérite de chercher le temps. Alors, peut-être Cécile a répondu en partie. Elle nous écrit, le CPF est automatiquement fermé lorsqu'un salarié de plus de 65 ans fait valoir ses droits à la retraite. Si on veut le rouvrir pour reprendre une activité professionnelle, il faut contacter le centre d'appel CPF. Les heures disponibles lors du départ en retraite le seront encore à la réouverture du compte. Voilà, merci Cécile pour ces informations. Merci beaucoup. Alors, il y avait une question de Mathieu, je pense que tu y as répondu pendant le diapo, c'était comment reverse-t-on son DIF dans le CPF? Je pense que ça, tu l'as bien montré. Catherine, le DIF était bien que pour le privé. Point d'interrogation. Est-ce que, ayant quitté le privé en 2010 pour travailler dans le secteur public, est-ce que je dois regarder ma fiche de salaire de 2010? Moi, je dirais que oui. Il me semble que... Alors, il fallait qu'elle soit jusqu'en 2014. Regardez. Donc, départ en 2010, c'est ça? J'ai l'impression, oui. Oui, c'est ça. D'accord. Non, je pense, a priori, j'ai la réponse. Je crois qu'il fallait être salarié jusqu'en 2014 pour pouvoir garder ces. Mais je le confirmerai. Mais je pense que c'était jusqu'en 2014 qu'il fallait être salarié. Et puis, si vous êtes dans la fonction publique depuis 2010, je pense que la gestion du DIF se faisait automatiquement après. Ouais. Alors, une autre question du comité 80. Tous les employeurs, en particulier l'État, ne jouent pas le jeu du CPF. Les enseignants sont bloqués à 5 ans, ce qui correspond à 250 heures, 50 heures par an, je crois. Problème, ils ont le droit de refuser la formation quand ils n'ont pas assez de sous pour répondre à toutes les demandes. Est-ce légal? Question très technique, là. Très technique, là. Je ne sais pas. On va chercher, hein, mais... On va chercher, oui. C'est vrai que là, c'est souvent, hein, l'État n'est pas forcément le meilleur modèle dans l'application de dispositifs. Je regarderai. Alors ensuite, alors l'exemple du DU de Lille sur la préparation mentale chez le sportif, même en justifiant l'intérêt pour les élèves et la sainte éducation nationale, le rectorat refuse. D'accord, c'était le comité du 80 qui donnait cet exemple, hein, pour un enseignant. Et question sur les BPGEPS
qui ne peuvent pas rentrer pour partie dans le CPF par rapport à une réorientation professionnelle. Pourtant, c'est certifiant, le BPGEPS. Oui. Comment même? C'est peut-être une histoire de limitation d'heures. Ben non, parce que non. Le BPGEPS, j'en ai vu sur la plateforme tout à l'heure. J'ai vu même des formations STAPS qui étaient sur la liste des formations. Attendez, je vais... Non, j'ai déconnecté. Alors, sinon, pendant que tu cherches, il y a Karine qui nous rappelle à juste titre que dans le secteur public, en fait, le système reste en heures et non en euros. Bon, ah oui, ok. C'est tout à fait juste. Donc, je l'évoquerai tout à l'heure, mais sur mon CPF, comme je suis dans le secteur public, j'ai crédité à la fois des euros dans le cadre du compte engagement citoyen et des heures par rapport à mon employeur public. Donc, il y a toujours des particularités comme ça. On essaiera de répondre peut-être par écrit sur les questions qui viendront. Je vois que l'heure tourne, il faut peut-être qu'on progresse dans le déroulé et puis qu'on réserve un dernier temps d'échange. Tout à fait. Allez, je vais... Hop, donc là, on est là. Non, je remonte là-haut. Voilà. Donc, on va aborder maintenant le compte d'engagement citoyen, qui est un dispositif relativement récent puisqu'il a fait suite aux réflexions post-attentat de 2015, avec notamment la loi sur l'égalité et la citoyenneté, où un certain nombre de formes de reconnaissance ont été déployées à ce moment-là. Et le compte d'engagement citoyen, il a pris sa forme il a été intégré dans la loi travail de 2016. Et donc, c'est un dispositif qui valorise les activités de bénévolat, de volontariat ou des réservistes comme les pompiers, par exemple, et qui permet d'acquérir des droits de formation complémentaires et qui vont pouvoir abonder le CPF. Alors, ce compte engagement citoyen, il est accessible dès l'âge de 16 ans. Je crois qu'il peut l'être même avant dans certains cas précis. Et il concerne beaucoup de monde, vous voyez, selon les statuts, les salariés, les demandeurs d'emploi, les retraités, les travailleurs indépendants, etc. Donc, c'est vraiment un dispositif très large. Le principe, c'est que vous avez un forfait de 240 € par an qui est accordé. Ce forfait est cumulable jusqu'à une limite de 720 €. Et donc, cette somme sera créditée sur votre compte personnel de formation. La page suivante. Alors, quelles sont les activités citoyennes concernées? Bon, elles sont relativement larges, mais évidemment, le bénévolat associatif, c'est ce qui nous intéresse ici aujourd'hui, est éligible. On verra dans quelles conditions. Mais vous avez aussi, on disait, le volontariat de service civique, les réservistes. Donc, qu'est-ce que j'ai oublié encore? Je crois que c'est à peu près tout. Donc, en ce qui concerne le bénévolat associatif, il faut que votre association elle soit déclarée depuis au moins 3 ans pour que les personnes soient éligibles au CPF.
Cette déclaration, elle sera faite à travers le site Contasso. C'est dans Contasso que votre association doit désigner le valideur du compte engagement citoyen. Donc, il y a déjà cette démarche en ligne qui est à faire. Et donc, à partir de là, elle est éligible aussi à partir du moment où vous êtes membre du conseil d'administration et ou bien si vous pouvez justifier que vous encadrez des bénévoles. Donc, voilà les principaux cas de figure. Alors, contrairement aux autres activités citoyennes comme le service civique, les réservistes, etc., où là, il n'y a pas besoin de déclarer, ça se fait automatiquement. Pour les bénévoles associatifs, là, on ne rentre pas dans les tubes de l'administration, donc il faut se déclarer. Il faut déclarer son activité bénévole. Et donc, vous avez des dates à respecter. Donc, c'est ce qui est écrit en bas. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a voulu faire cette information ce soir, c'est que la date approche, puisqu'il faut déclarer vos activités bénévoles avant le 30 juin. Et ensuite, votre association aura jusqu'au 31 décembre pour les valider. Donc, c'est un processus assez long. Et je crois donc ensuite que avant que ça arrive que ce soit crédité sur votre CPF, eh bien c'est au printemps suivant en fait. C'est-à-dire qu'actuellement, sur le printemps 2021, on commence à voir crédité sur le CPF les droits acquis au titre de l'année 2020. Donc vous voyez qu'il y a tout un processus. Et donc, alors, je vois la petite question d'Alain, est-ce que c'est rétroactif? Ça l'a été en partie au début du dispositif, puisqu'on a reconnu les années, je crois, 2017 et 2018, et donc il y avait des dates pour les déclarer. Mais maintenant, en fait, il faut déclarer chaque année avant le 30 juin. Donc là, vos activités bénévoles de 2021, vous aurez à les déclarer avant le 30 juin 2022. Voilà le principe. Donc, c'est vraiment la date du 30 juin qu'il faut avoir en tête. Peut-être qu'on peut avoir la connexion avec la déclaration d'impôt. C'est un peu à ce moment-là qu'il faut s'en préoccuper. Donc, vous avez, pour déclarer, vous avez le compte bénévole. Donc, vous voyez l'adresse s'afficher. Alors, vous avez aussi sur le site association.gouv.fr, vous allez retrouver beaucoup d'informations sur le compte d'engagement citoyen, puisqu'il y a un espace qui est dédié au compte d'engagement citoyen où vous allez retrouver la plupart des informations qu'on évoque ici, et notamment le lien vers ce compte bénévole où on déclare les activités. Donc là aussi, il faut créer un compte, un email, un identifiant, un mot de passe. On se déclare notamment avec le numéro de sécurité sociale. Et donc, à partir de ces identifiants, chaque année, vous pourrez revenir sur le compte bénévole pour déclarer vos activités. Donc, on retrouve en fait toutes vos déclarations des années précédentes. Vous avez un archivage des informations. Et puis, ça peut vous arriver, vous pouvez être amené à changer d'association en fonction d'un mandat électif. Alors, je peux en parler puisque ça a été mon cas récemment. Auparavant, je faisais des déclarations en tant que président d'une ligue. Et puis là, j'ai voulu tester, en préparant ce webinaire, ce qui se passait quand on change d'association. Donc, c'est au moment où on recherche l'association pour laquelle on a œuvré qu'on va retrouver, à partir du numéro de sirène ou du numéro RNA, l'association pour laquelle vous voulez déclarer une activité. Ensuite, bien, on déclare ses heures. Alors donc, ce qu'on peut dire aussi, c'est que pour il faut avoir au moins 100 heures. On peut déclarer des heures dans plusieurs associations, mais il faut avoir au moins 100 heures dans une association pour être
pour qu'on soit crédité au CPF. Et on est éligible à partir de 200 heures. Il faut déclarer au moins 200 heures d'activité pour être éligible au forfait annuel. Donc, vous voyez que sur la plateforme, on fait une attestation, une déclaration sur l'honneur. Et puis, de l'autre côté, à un moment de la validation de votre association, là, c'est pareil, hein, il y a une certification sur l'honneur. Alors, du point de vue de votre association, en règle générale, c'est le président qui est le valideur. Ça peut être aussi le secrétaire général. Ce qu'il faut penser, hein, si c'est votre cas, si vous êtes élu dans une association et que vous voulez gérer ce dispositif, c'est d'avoir une adresse mail générique et qui renvoie peut-être à un permanent du siège pour que ça ne pose pas de problème quand il y a un changement d'élu et que les informations soient bien conservées. Voilà, donc vous voyez, là, on avait fait une copie d'écran concernant ma déclaration quand j'étais à la Ligue des Pays de la Loire. Donc, il y avait le mail générique et donc on vous dit, hein, lorsque vous avez atteint le minimum de durée d'exercice de l'activité bénévole qui permet d'ouvrir les droits. Hein, c'est-à-dire, autrement dit, si vous ne déclarez moins de 200 heures, ben, on vous le précisera aussi. C'est-à-dire qu'on vous dira, ben, voilà, ça n'ouvre pas encore les droits pour bénéficier du forfait annuel. Bon, si vous êtes membre d'un conseil d'administration, d'un club, d'un comité, d'une ligue, 200 heures par an, ça va vite. Hein. Donc, vous voyez qu'à gauche, on peut retrouver les déclarations du compte engagement citoyen des années précédentes. On peut retrouver les informations, c'est archivé. Alors, je reprends la main. Donc, pour les étapes concernant une démarche CPF, qu'est-ce que vous devez faire? Sachant que les heures de CPF, de compte engagement citoyen vont se cumuler avec le CPF. Premièrement, c'est créer votre compte, forcément. Deuxièmement, c'est rechercher une formation éligible au CPF. Vous trouvez ça sur la plateforme. Vous choisissez la formation. Vous choisissez si c'est une formation dans un centre, enfin, dans un organisme ou à distance. Vous demandez un devis à l'organisme de formation. Vous en aurez besoin après, parce que lequel devis, vous devrez le signer. Demander l'autorisation à l'entreprise de suivre la formation lorsque c'est sur le temps de travail. En tant que bénévole, ce n'est pas forcément le cas. Ensuite, compléter le dossier. C'est relativement facile. Hein. On demande la catégorie socio-professionnelle, votre diplôme. C'est d'ailleurs pas obligatoire. La raison sociale code NAF de votre société dans laquelle vous travaillez. Si c'est le cas, ou si vous êtes indépendant, mais forcément votre numéro d'immatriculation. Éventuellement une session s'il y a des dates. Et sinon, dans l'onglet financement, vous marquez le montant de la formation. Et ensuite, ben, tout se déroule avec une validation automatiquement dans votre application, sur votre compte. Et le financement est géré directement entre l'organisme de formation et la Caisse des dépôts et consignations. Voilà. Alors, au niveau des questions, on va reprendre sur là où on en était. Donc, la deuxième, il y avait détail sur le CEC, on l'a dit du coup. Ça, on l'a déjà eu. C'était une question qui était déjà venue. Attends, je ne suis pas sur la bonne. Attendez, hop, je ne suis pas sur la bonne. Hop là. C'est tout. Je crois que c'est un doublon, ça. Ouais. Est-ce que tu as d'autres questions, Bruno? Alors, j'avais une question là, que j'ai répondu par écrit à Bruno, donc, qui demandait si les heures annuelles sont cumulables. Hein. Si je fais 100 heures en 21 et 100 heures en 22,
Non, les 200 heures s'apprécient par année civile. Donc, c'est bien précisé, il faut faire au moins 200 heures par an pour être éligible. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment. N'hésitez pas, on a encore quelques minutes. Éventuellement, si vous voulez ouvrir votre micro ou poser une question, c'est possible pour terminer de manière un peu plus conviviale. On n'est pas très nombreux, donc n'hésitez pas. Merci en tout cas pour toutes ces informations. Ce qu'on pourrait dire comme en conclusion, c'est qu'à travers ces dispositifs, on voit qu'il y a des opportunités en fait pour les organismes de formation et puis les fédérations ou les ligues, hein, de proposer maintenant des offres qui correspondent à cette possibilité de mobiliser le CPF. Donc, il fut un temps où pour les personnes, il pouvait y avoir une problématique de coût, hein, de prise en charge des formations. Eh bien, avec ce dispositif, les pouvoirs publics investissent quelque part dans les compétences des personnes et ça peut aussi intéresser les bénévoles que nous sommes. Je peux poser une petite question? Oui, Pascal. Oui, donc Pascal de Dieppe. Le compte d'engagement citoyen, je n'ai pas trop bien compris. Pour les bénévoles, c'est le club avec le compte asso qui le remplit ou c'est la personne? Alors, il y a les deux. Il faut d'abord que l'association se déclare via le compte asso et désigne un valideur. Donc, le valideur, c'est le représentant. Normalement, c'est le président. Il faut que, voilà, ça peut être une autre personne, mais il faut le désigner officiellement sur le compte asso. Et à partir de là, quand la personne va déclarer ses activités bénévoles sur le compte bénévole, elle va pouvoir retrouver son association. Et quand elle va déclarer sur le compte bénévole ses activités, eh bien, le valideur de l'association, lui, va recevoir un mail automatique qui va lui demander de valider, de certifier, de valider que cette personne-là, que ce bénévole-là, il a bien effectué tant d'heures de bénévolat dans l'association. D'accord. Et parce que moi, le club, il est sur le compte asso depuis plusieurs années, mais on n'a jamais rien fait avec ce compte asso. Donc, j'ai un exemple précis. On organise une grosse manifestation à Dieppe le 8 mai, là, pour sauter une table. Les heures des bénévoles, on peut dès maintenant commencer à les répertorier, même si on n'a jamais bénéficié auparavant dans le compte asso. Alors, il faut être déclaré au moins 3 ans, en fait. Il faut juste être déclaré sur le compte asso, même si on n'a pas, même si on n'a jamais bénéficié de rien. C'est ce que je veux dire. Bonne question. Oui, bonne question. Je vais essayer de trouver la réponse. En fait, nous, le club, il est bien sur le compte asso, parce qu'on a voulu faire depuis quelques années des demandes à ANS, mais c'était trop compliqué, donc on n'a jamais fait. Ouais. Mais le club a bien un compte asso. Alors, nous, c'est Dieppe UC Tennis de table, on fait partie du Dieppe UC Omnisport. Et dans le Dieppe UC Omnisport, il y a des clubs qui sont eux aussi inscrits sur le compte asso. Alors, est-ce que c'est uniquement le tennis de table ou est-ce que ça peut être l'Omnisport? Alors, à mon avis, c'est l'Omnisport parce qu'il n'y a qu'une seule entité juridique. Donc, il n'y a qu'un seul numéro de sirène et qu'un seul numéro RNA. Donc, il n'y aura qu'un seul valideur au niveau Omnisport, à mon avis. D'accord. Et donc, il est juste précisé, en fait, l'association est déclarée depuis au moins 3 ans et a un objet social, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, etc. Donc, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Parce que je pense que les 3 ans, en fait, ça pourrait ne concerner un club qui vient de se créer tout récemment et qui n'a pas 3 ans d'ancienneté, finalement. D'accord, on rentrerait dedans. Alors. Ok, merci. J'aurais une petite question, Catherine, du Jura. En fait, moi je suis secrétaire donc, du comité du Jura, si c'est moi qui ai été désignée comme valideur, comment je peux valider mes heures à moi? Alors, ce n'est pas conseillé. Ah oui. Ce n'est pas conseillé. Donc, ouais. Alors, ce qu'il faudrait, moi j'ai eu le cas de figure quand j'étais président de la Ligue des Pays de la Loire, j'ai voulu déclarer sur le compte engagement citoyen parce que je voulais voir comment ça se passait déjà. Et donc j'ai délégué ce rôle de
valideur au secrétaire général. Donc, je pense que dans le principe, essayez, si vous voulez en bénéficier, de trouver une autre personne en tant que valideur. D'accord, ouais. Ou alors, il faut faire la modification juste avant d'envoyer nos heures. Oui, ou alors faites un document avec votre président, peut-être. Faites un document avec votre président qui atteste comme quoi, je sais plus. Oui, voilà, qui vous couvre aussi de tout problème. Parce qu'en fait, ça, on peut changer comme on veut, là, les valideurs, du moment qu'on a les comptes d'accès au compte. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Pour ça. Est-ce que le trésorier officiel du club, le trésorier déclaré, bien sûr, peut être valideur? Oui. Oui, ok. Merci. Oui, en fait, généralement, c'est le représentant juridique. Si vous voulez, en fait, c'est le président au départ. Et c'est le président qui va autoriser un autre nom. Oui, mais quand on coche, quand on a la liste des personnes, en fait, on coche ce qu'on veut. On peut décocher, recocher comme on veut. Ce n'est pas forcément le président. On doit le choisir, le valideur. Sur le compte asso? Ouais, parce que je l'ai fait par rapport aux subventions. Donc là, j'ai vu qu'il y avait des personnes. Hein, et en fait, c'est là que j'ai vu qu'il y avait un compte, le validation CEC. Oui. Et en cochant, en décochant, on peut faire, on peut le modifier comme on veut. Ce n'est pas automatiquement le président. Mais le président, il est informé par contre, non? Oui, après, on gère. Je pense que si vous changez là-dessus, quoi, on n'a pas de. Ouais, jusqu'à présent, on ne connaissait pas. Donc, personne ne le fait parce qu'actuellement, on ne connaissait pas le CEC. Bon, alors j'ai un petit doute à vous écouter, mais il me semble quand même que quand j'avais fait la manip à l'époque, il me semble que le président il doit valider de son côté qu'une autre personne est valideur. Le responsable juridique de l'association, quand il y a un changement d'interlocuteur, il est prévenu. D'accord. Il me semble. Hein, donc, ce serait intéressant qu'on puisse échanger peut-être par mail sur cette question si vous avez des informations. Oui, après, je ne sais pas s'il a reçu un mail, lui, du coup, je ne sais pas. Le détenteur du compte à sauce, il reçoit les mails. Hein. Voilà. Si ce n'est pas lui qui valide, il reçoit les mails. Est-ce qu'on pourra avoir un support papier de ce qu'on a vu là? Papier, non, mais numérique, oui, je pense. Oui. On l'enverra aux participants. Merci. Oui, ça marche. Est-ce qu'on a répondu à vos attentes? Est-ce qu'il y avait peut-être d'autres attentes particulières? Peut-être on peut imaginer aussi une suite à ce webinaire par rapport à ce que vous souhaitiez. Romain. Oui, Romain. Une petite question. Alors, je vais prendre Romain d'abord et puis Christian après. Ouais, donc Romain, je suis président du CD80. J'avais la même question que Catherine, c'est savoir si je pouvais m'auto-attester bénévole. Bon, donc vous avez répondu. Et puis après, pour les autres bénévoles, est-ce qu'on doit tenir un cahier justifiant du nombre d'heures? Est-ce que ce sera demandé? Est-ce que c'est vérifié, contrôlé ou pas? Je pense en fait aux 15 membres de comité qui, pour les 200 heures, ils doivent les faire, quoi, à peu près tous. Alors, c'est conseillé, c'est-à-dire que souvent, c'est conseillé d'avoir ce type de registre. Après, si vous n'avez pas de document unique, on va dire, ce qui va faire foi, après, c'est les comptes rendus, enfin les PV de réunion, vous voyez, tous les documents, finalement, où on peut justifier de la présence d'un tel ou un tel. Et tout ce qui est téléphone, tout ça, passer au mail, au téléphone. Et puis ça, en fait, après, c'est la personne qui certifie l'activité. Donc ça, déclaratif. Voilà, c'est déclaratif. Hein, c'est une attestation sur l'honneur. Donc, ouais, parce qu'on passe pas mal de temps au téléphone, par mail. Bien sûr. C'est pas palpable. Donc, c'est pas palpable, mais on considère, comme c'est limité aux membres du conseil d'administration ou alors à des bénévoles qui encadrent d'autres bénévoles. Voilà, je pense que le législateur, il considère que dans ce périmètre-là… on est déjà actif. Ouais. Voilà. Okay. Donc, le bénévolat, c'était ça mon autre question aussi, excusez-moi de vous couper, c'était en tant qu'entraîneur. Ça compte pas les heures bénévoles qu'on passe en tant que l'encadrement au sein du club? Un entraîneur, il encadre, alors sauf si on déclare l'activité où il encadre des bénévoles. Par exemple, s'il forme des jeunes entraîneurs
Vous voyez? Mais dans son activité d'entraînement face au public, ça ne va pas compter. D'accord. OK. Christian, tu avais une question? Oui, j'avais une question au niveau des formations, puisqu'on risque d'utiliser les ressources des OPCO dans ces demandes. Je pensais justement à la validation Calliope de la FEDE. Est-ce que c'est dedans, on va inclure effectivement toutes ces formations qu'on pourrait demander? Oui. De toutes les manières, on a une obligation de certifier le périmètre de toutes les formations certifiantes en priorité. Et comme ça en est, ça rentrera forcément dedans. Tout ce qui est CQP, BP, ça rentre dans le panel des formations certifiées. Par contre, parce que j'ai compris, donc c'est toute la formation qui est certifiée et les modules qui sont indépendants de ces formations-là ne le sont pas par module. Alors, ça dépend. Là, on est en train de. Enfin, on a défini le périmètre, mais je ne sais plus exactement. Si, ça en fait partie. Ça fait partie de la formation certifiante, oui. C'est inclus dedans, oui, forcément. Tu veux dire, Christian, c'est si une formation certifiante comporte, je ne sais pas, par exemple, 4 modules, oui. Est-ce qu'un module suivi séparément peut être éligible au CPF, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Ah. Puisque au titre du DEGEPS, on avait mis la possibilité aux extérieurs de venir acquérir une compétence bien précise. C'est pour ça qu'on s'était déclaré centre de formation et que maintenant, on le fera plus. Mais je pense qu'à la FEDE, puisqu'on passera certainement des conventions avec la FEDE sur certaines formations, puisque vous y travaillez et nous aussi. Voilà, donc c'est une question comme ça pour... Non, mais on va vérifier, mais à mon avis, à partir du moment où il y a une demande de modularisation des formations certifiantes, ça poursuit le même objectif de pouvoir comme ça répondre à des demandes individuelles. D'accord. Donc je dirais oui, mais il faudrait qu'on vérifie quand même, Isabelle. Oui, on vérifie. Alors je vois les discussions là qu'il y a aussi par rapport aux formations fédérales. Ce qu'on peut dire peut-être, Isabelle, c'est que l'idée de la fédération, c'est pas tant de tout rendre certifiant et éligible, parce que ça serait un travail énorme, on n'en a pas forcément les moyens humains d'ailleurs, mais c'est-à-dire qu'il faut qu'on garde différents formats de formation. Par exemple, on pourrait dire ce qu'on fait ce soir, voilà, c'est quelque chose de simple, d'accessible, mais qui, quelque part, on est sur de l'information, formation, comme on veut, mais c'est important d'avoir des dispositifs souples comme cela. Et puis, si on veut aller plus loin, après, effectivement, il y a la filière fédérale qui n'est pas certifiante en tant que telle. Il y a le CQP qui, lui, est certifiant. Et puis, ce qu'on développera sans doute à l'avenir, quand on sera bien structuré, c'est peut-être, comme le disait Isabelle, avec des partenaires d'autres organismes de formation ou bien avec nos propres moyens, d'avoir des modules certifiants, des formations courtes qui répondent à des besoins des bénévoles, qui répondent, quels qu'ils soient, dans le domaine administratif, sportif et autres. Ça, c'est des pistes intéressantes qu'il faudra travailler dans le cadre de la Commission fédérale de formation. Oui, je complète en disant que, par exemple, au niveau des arbitres internationaux, nous avons eu un webinaire l'autre fois. Les arbitres internationaux, pour passer leur certification, enfin leur validation d'arbitre international, sont obligés d'avoir un minimum d'anglais, niveau d'anglais. Et quelque part, ça, on peut le faire, dans ce cadre-là, ça peut être fait. Et c'est une piste qu'on a évoquée. Je voudrais poser encore une question. Dans mon club, j'ai 2 retraités, donc bénévoles, un qui fait partie du bureau exécutif qui s'occupe de toute la communication et un autre du conseil d'administration. Et en plus, ces bénévoles-là entraînent les petits, passent des heures d'entraînement bénévole. Et si j'ai bien compris, ces heures d'entraînement bénévole ne rentrent pas dans le processus, même s'ils font partie du
du bureau et du conseil d'administration. C'est-à-dire qu'on va distinguer les deux types d'activités. Les heures qu'ils passent dans le bureau, dans le conseil d'administration et dans la gestion, je dirais, du club, ça rentre dans le dispositif. Mais à la lettre, si on regarde les textes à la lettre, quand ils entraînent les publics, ça ne rentre pas. Je trouve ça bien. C'est la limite. Je trouve ça bien dommage parce qu'ils en passent du temps. Bien sûr, je suis bien d'accord, mais c'est la limite que le législateur a fixée pour le moment. En tout cas. Je suis bien d'accord, Pascal. On entend par conseil d'administration dans nos activités, c'est le comité de direction du club, le comité directeur, pas forcément uniquement le bureau. Ça peut être élargi, aux instances, c'est-à-dire si Sylvie, tu fais partie, je crois, de la commission formation de la Ligue. Ouais, je pense plus au niveau du club où je suis dans le comité de direction. Voilà. Est-ce que ça rentre dedans aussi? Je pense que oui. Il faut voir le conseil d'administration de manière large, puisqu'un conseil d'administration, il peut déléguer des tâches à des commissions qui sont bien rattachées au conseil d'administration. Là, par contre, je pense que le législateur ne viendra pas chercher des poux aux bénévoles. Okay. Oui, j'ai regardé vite fait là sur la plateforme avec le téléphone et l'application. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, je vois d'autres fédérations qui ont certifié des diplômes. Et donc, ça vaut le coup de se pencher sur la question, quoi. De type DE, DGEPS, BPGEPS, etc. On pourrait, par exemple, on y a parfois réfléchi, je me tourne vers Christian de la branche dirigeant, parfois réfléchi à des parcours de certification de dirigeants. Ça pourrait être, je dirais, réactiver cette réflexion parce que autant les dirigeants ont du mal à trouver du temps pour se former. Peut-être que là, alors il ne faudrait pas le rendre obligatoire, mais peut-être qu'on pourrait proposer des dispositifs certifiants à des dirigeants et pour en bénéficier, ils activeraient le CPF. Et donc, on serait sur à la fois leur rendre service par rapport à leur engagement bénévole, mais aussi peut-être avoir du développement personnel. C'est-à-dire que on sait très bien que dans un parcours, ce qu'on fait dans une association peut aussi nous servir dans le professionnel. Et donc, voilà, c'est des choses comme ça qui pourraient être réfléchies. Écoutez, je vois qu'il est 19h41. Alors, on a dépassé un petit peu, mais c'était bien agréable cet échange. Sauf s'il y a vraiment une ultime question, mais sinon, je vais vous proposer de vous souhaiter une très bonne soirée, vous remercier de votre participation. Merci et beaucoup à Isabelle pour cette initiative que tu as eue, voilà, de faire ce webinaire sur cette thématique très, très spécifique, mais qui intéresse ses dirigeants et les bénévoles. Je vous souhaite bon courage à vous tous et bonne soirée.